Un personnage, une histoire, Hugues Capet. Le 1er juillet 987 marque un tournant majeur dans l'histoire de France. La dernière dynastie royale, qui allait durer jusqu'en 1848, s'installe à la faveur d'un affaiblissement du pouvoir carolingien et de l'émiettement territorial du royaume. L'insécurité des guerres civiles et des invasions, normandes, hongroises et arabes, avait favorisé dans le royaume une chaîne de vassalité et l'émergence de grands seigneurs, parfois plus puissants que le roi, mais capables de protéger les populations. Dans ce nouveau rapport de force, des princes et marquis se voyaient octroyer par le roi l'autorité militaire pour repousser les envahisseurs et des libéralités pour administrer leurs fiefs. Parmi ces puissants seigneurs, Robert le Fort, marquis de Neustrie, se distinguait en combattant hardiment les Normands avant de mourir les armes à la main en 866. Il en tirera un prestige considérable. Sa lignée comptera 3 rois de France, Eudes, Robert et Raoul, qui dans un cadre électif seront préférés aux Carolingiens, parfois trop jeunes et trop souvent défaillants. Néanmoins, des rois carolingiens reviendront au pouvoir par intermittence avant que Louis V, le dernier d'entre eux, ne succombe d'une chute de cheval. Sans héritier direct, ce sont donc Charles de Lorraine qui revendique la couronne, mais le prétendant passe pour un traître, pour avoir pactisé avec l'empereur de Germanie. C'est dans ce contexte de vacances du pouvoir qu'Hugues Capet, fils d'Hugues le Grand, héritier des Robertiens, puissant seigneur d'Île-de-France, se positionne pour la prise du trône. Sa famille est prestigieuse et influente. Son frère est duc de Bourgogne et ses 2 beaux-frères, ducs de Normandie et d'Aquitaine. Il apparaît dès lors comme le plus apte à exercer la royauté. Depuis les Robertiens, les ducs des Francs héritaient du titre d'abbé laïque de la collégiale de Saint-Martin de Tours. Un titre qui se transmettait de père en fils en référence à la cape de Saint-Martin, la capa, et qui donnera son nom à tous les rois de la dynastie jusqu'à Louis XVI. Hugues Capet va bénéficier d'un contexte politique, diplomatique et religieux favorable à la prise du pouvoir. L'étiolement de l'autorité royale avait favorisé l'émergence de puissantes principautés jalouses de leur autorité. Hugues Capet paraissait aux yeux des grands comme le candidat idéal face au danger que représentait le retour d'un pouvoir central carolingien. Il obtenait également l'appui de l'archevêque Adalbéron, œuvrant lui aussi en coulisses pour écarter du trône les Carolingiens qui envisageaient de le juger pour collusion avec l'empereur. Sur le plan religieux, Hugues Capet soutenait la réforme clunisienne qui luttait contre l'anarchie des princes. Il s'attirait ainsi les bonnes grâces des ecclésiastiques et du pape Sylvestre II. Tout convergeait désormais vers le changement dynastique. Le 1er juillet 987, à 47 ans, Hugues Capet est élu roi des Francs par les grands du royaume à 100 000. Ainsi se tournait une nouvelle page de l'histoire de France. 2 jours plus tard, il était sacré à Noyon par l'archevêque de Reims, selon le rituel wisigothique d'inspiration biblique. Le roi était désormais le chef sacré, celui qui, par la grâce divine, l'emporte sur les autres mortels. Ne tenant son autorité que de Dieu, le roi devint la clé de voûte de l'édifice politique. Avec l'élection d'Hugues Capet, l'archevêque Adalbéron pensait avoir trouvé un homme de paille et ouvrir un boulevard à Othon III. L'histoire lui donnera tort. Homme intelligent, Hugues Capet souhaitait asseoir sa légitimité et perpétuer sa dynastie dans le temps. Il souhaitait couronner et sacrer son fils Robert de son vivant, coupant toute rivalité postérieure aux grands du royaume. Il en fait la demande à l'archevêque Adalbéron, qui refusa, préférant l'alternance de puissantes familles au trône de France. Conscient de la duplicité de l'archevêque, le roi lui promit de combattre les musulmans en Catalogne en échange du sacre de son fils Robert. Adalbéron céda. Cette désignation du successeur au roi perdurera jusqu'à Louis VII et à partir de Philippe Auguste, le principe héréditaire sera accepté, mais les légitimistes ne comptaient pas en rester là. À la tête d'une armée de partisans, Charles de Lorraine tenta de coiffer la couronne par la force. La légitimité fragile du nouveau roi restait ainsi à consolider par le fer, et Hugues remporta finalement la lutte. Charles fut emprisonné à Orléans. Certains historiens restent partagés sur les réelles perspectives qu'envisageait Hugues Capet. Le nouveau roi, bien en rapport avec les grandes familles aristocratiques, ne faisait peut-être pas sienne des ambitions capétiennes qui suivront. Avec le sacre, Hugues Capet aurait peut-être eu la volonté de renforcer l'hérédité des fiefs pour l'aristocratie, plutôt que de conceptualiser un projet politique mûrement réfléchi. Pour d'autres historiens, en faisant sacrer son fils de son vivant par le principe de la règle de primogéniture mâle,
il ambitionnait réellement de s'inscrire dans la continuité dynastique. Si le nouveau roi n'a jamais obtenu la stature que l'on est en droit d'attendre d'un fondateur de dynastie, il convient d'admettre que son action mérite d'être réhabilitée. Hugues Capet a su habilement jouer des faiblesses du précaré royal pour s'imposer progressivement et poser les jalons de certaines constantes de la monarchie capétienne. Aidé par une descendance de bonne constitution physique, ses fils exerceront cumulativement le pouvoir pendant 112 ans, ce qui s'avère bien pratique pour asseoir une dynastie. En cherchant à marquer l'indépendance de l'Église franque vis-à-vis de la papauté et a fortiori de l'empereur, Hugues Capet posa les bases du gallicanisme. Sans le savoir, ceux qui avaient cru amoindrir le pouvoir royal en plaçant sur le trône d'une monarchie élective un souverain réputé faible, avaient au contraire légitimé le fondateur d'une dynastie qui allait tenir les rênes de la royauté pendant plus de 9 siècles. Par son sacre, Hugues Capet stabilisa le royaume et en fit une monarchie héréditaire, marquant ainsi la naissance politique de la France.